Bonsoir à tous, Bonsoir tout le monde, bienvenue. bienvenue à tous. On passe 1 heure ensemble ce soir pour discuter, comme d'habitude, intelligence artificielle et de manière très pragmatique et actuelle de comment utiliser l'IA dans la perspective justement d'une réforme qui fait couler beaucoup d'encre depuis pas mal de temps, qui a été repoussée, mais qui, a priori, devrait rentrer en vigueur dans les prochains mois, à coup sûr, la fameuse facture électronique. Avec Vincent, on s'est dit qu'effectivement, pour avoir du concret, de l'actuel, ça pouvait être un bon sujet. Et pour effectivement travailler un sujet qui, pour le coup, euh, n'est pas forcément le sujet phare, la communication ou la pédagogie. On s'est dit, mêler intelligence artificielle, communication et facture électronique, ça pouvait faire un bon webinaire. N'est-ce pas, mon cher Vincent? Absolument, je pense que c'est un sujet qui est sur toutes nos lèvres et qui va d'ailleurs être pas mal mis en avant au prochain congrès, auquel tu seras d'ailleurs, Vénitien. Bah, j'espère bien, hein, ça se déroule à la maison, à Lyon, donc Et ouais, forcément, on tu va joues se à retrouver domicile. en terre lyonnaise. J'ai hâte. Mais commençons directement, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à voir, Vincent, Ouais, et ouais, ouais. comme d'habitude, le temps peut nous manquer. Alors, est-ce qu'on se représente ou pas? Je pense que la plupart des gens qui sont ici aujourd'hui nous connaissent. On va passer rapidement. Expert comptable, Vincent, Vénitien, les deux passionnés d'IA également. On anime ces webinaires pour partager un petit peu notre passion, nos découvertes, nos cas d'usage et avoir du concret dans tout ce qui se dit justement sur l'IA et sur les différentes utilisations qu'on peut en avoir. Donc, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, si vous n'avez pas pu assister au webinaire précédent, vous pouvez retrouver la chaîne les webis de Vince et Veni sur YouTube qui reprennent donc le replay des 2 précédents webinaires qu'on avait animés avec Vincent depuis le début de l'année. Et on peut repréciser que celui-ci sera également disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Et que vous pouvez utiliser le chat pour commenter, pour poser vos questions. Le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas, on fera du mieux pour y répondre. Yes. Le plan de ce webinaire, ce soir, une première partie sur rechercher, stocker et exploiter l'information. Si vous suivez un petit peu l'IA, vous savez à quel point il est important d'avoir quand même une base de données qui est saine, que vous avez sélectionnée pour pouvoir travailler dessus avec l'intelligence artificielle. Et on va voir du coup différents outils qui permettent de rechercher, de stocker et d'exploiter cette information dans une perspective du coup de communication auprès de vos clients. Donc ensuite, on va voir effectivement comment on peut utiliser l'IA pour définir une stratégie de communication et qu'est-ce qu'elle va impliquer et comment on va utiliser l'IA dans cette stratégie. Et enfin, les différents outils qui vont nous permettre de créer des supports de communication en fonction de la stratégie justement qu'on va mettre en place pour faire preuve de pédagogie, expliquer ce qu'est la réforme de la facturation électronique, peut-être en plusieurs étapes, peut-être sous différentes formes. On a de les communications écrites, mais on va le voir, on n'a pas que ça grâce à l'IA. Donc, on va découvrir un petit peu tout ça et on va partager avec Vincent nos différents modes opératoires. Moi, je ne vous cache pas que ce petit exercice, finalement, il me permet vraiment de développer en pratique avec les clients du cabinet ce que j'ai fait pour le webinaire. Donc là, dans les jours qui vont arriver, je vais dérouler en fait la stratégie que j'ai développée justement pour le webinaire. Et j'ai découvert plein de choses, à la fois sur la réforme en elle-même, parce qu'il y a une phase quand même d'assimilation, de compréhension de toutes les informations pour ne pas se faire piéger par l'IA par la suite, et puis ensuite de restitution pour communiquer correctement. Donc, c'est Vincent qui va commencer sur cette partie-là avec un outil, je crois, qu'il affectionne, mais qu'on affectionne particulièrement. Ouais, Je te laisse voilà, la main. Notebook LM, pour ceux qui ont pu me suivre sur d'autres événements, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. N'hésitez pas dans le chat, je serais intéressé de savoir si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, même si c'est juste pour découvrir.
voir si ça commence à se faire connaître. NotebookLM, c'est un outil qui est proposé par Google, qui est en version gratuite déjà très suffisant. Il y a une version payante si on veut aller plus loin. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière pour essayer de l'utiliser. Alors, effectivement, je vois que Johan l'a utilisé pour exploiter la brochure de l'impôt sur le revenu. À ce stade, le but, c'est vraiment de, un, rechercher de l'information et deux, de la stocker et d'exploiter. Pour la partie recherche d'informations, avant de rentrer dans NotebookLM, je ne vais pas refaire le précédent webinaire, celui de début avril qui est disponible en replay. On avait pas mal parlé de cette thématique, mais je voulais profiter de ce webinaire pour vous montrer un petit exemple. En fait, j'ai été prendre des podcasts, en l'occurrence, je crois qu'ils sont exclusivement d'Alexis Lama, de l'ABC Radio Show notamment. J'ai pris des transcripts des vidéos YouTube de 3 podcasts avec 3 intervenants sur la facture électronique. Je les ai envoyés sur ChatGPT avec un prompt en demandant à ChatGPT de me faire un résumé de ces 3 podcasts. Donc là, ça vous montre une façon un petit peu différente de faire de la recherche d'informations sur ce type de sujet. Chaque podcast fait environ 1 heure. Donc alors bien sûr, il faut écouter les podcasts. Je vous les recommande, ils sont très intéressants. Mais là, en quelques secondes, je vais gagner l'équivalent de 3 heures d'écoute si je n'ai pas écouté. Donc là, il est en train d'exploiter mes 3 fichiers texte. Les 3 fichiers texte, je vous les montre quand même. Tu les as transcrits Voilà. comment, du coup, Vincent? Pardon? Tu les as transcrits comment? Avec quel outil? Alors, avec des outils, alors c'est pas de l'IA pour le coup, c'est des outils YouTube, transcription YouTube. Euh, alors, TikTok, ouais. alors, il y a l'extension dont tu avais parlé récemment. Je vais essayer de vous la montrer. Ouais, donc souvent, on a une extension qui nous permet, qui n'est pas forcément de l'IA, qui permet d'extraire le transcript et à ce moment-là, on peut l'enregistrer sur un fichier comme l'a fait Vincent et on va le mettre dans la conversation pour demander à l'IA de l'analyser et de ressortir justement les principales Voilà. informations. Donc là, par exemple, j'ai la fameuse vidéo. Et j'ai un add-in Chrome qui s'appelle Transcript and Summary. Quand je clique dessus, j'ai tout le transcript, donc j'ai fait un copier-coller. Et je peux même, si je veux, envoyer directement le transcript sur les différentes IA. Donc ça s'incorpore directement dans la page YouTube. Mm. Alors, et donc le transcript, ça nous fait un pavé comme ça en fichier texte. Alors, pendant qu'on parlait, voilà la réponse qu'on obtient. Ah, alors, là, il a pas pris il a pas pris le sujet de la bonne façon. Je vais lui dire de faire un transcript sous la forme de texte, parce qu'il m'a fait un tableau en partie, avec plusieurs parties. Ah, et là, il m'ouvre le mode Canva. Alors, je préfère ne pas utiliser le mode Canva en l'occurrence. Voilà. On arrive assez vite à des résumés structurés qui vont reprendre les points clés du contenu de ces podcasts. Donc, un premier moyen d'exploiter, je vais vous montrer dans quelques instants, il y a une vidéo d'un événement de la journée sur la facturation électronique. C'est une vidéo qui fait 9 ou 10 heures parce que tout est à la suite, il y a plusieurs ateliers. Donc là, pareil, j'ai utilisé, alors honnêtement, j'ai pas eu le temps encore d'écouter les 10 heures, mais pour gagner du temps, j'ai profité de l'IA à partir du transcript pour me faire un résumé des points clés et pour aller regarder certains passages qui m'intéressent d'autant plus à partir de ce transcript. Donc ça, c'était une petite aparté sur la collecte d'informations. Après, il y a plein d'autres façons de le faire. On en a parlé les fois d'avant avec O3, avec la recherche approfondie, avec Perplexity.
Maintenant, une fois qu'on a sa petite base de connaissances, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser NotebookLM. Et là, je vais vous montrer un notebook que j'ai sur la facturation électronique. C'est pas forcément le plus complet, mais j'ai une dizaine de sources. Alors, on va y aller par étapes. Sur la partie gauche, en fait, j'ai mes 10 documents qui proviennent, donc pour la partie qui est en bas, ici, impôts.gouv. J'ai été récupérer les pages sur la facturation électronique, voire les guides du site d'impôts.gouv. Et en parallèle, j'ai utilisé des webinaires, la fameuse journée de la facturation électronique de cette année, de l'an dernier, etc. Une FAQ, et je vais demander à NotebookLM, à partir de toute cette connaissance, de me faire des résumés, de répondre à mes questions. Alors, un exemple tout de suite, je vais lui dire les points d'attention sur la réforme. Alors là, j'ai pas, bon, ça serait sans doute mieux, mais je n'utilise pas des prompts très approfondis sur NotebookLM. Donc, dans ce menu du milieu, en fait, je vais pouvoir lui poser mes questions et il va me répondre. C'est vraiment une conversation comme sur un chat GPT, un Mistral ou autre. Et la particularité, c'est qu'il va aller chercher dans tous ces documents, y compris les vidéos qui font plusieurs heures. Alors, ça prend un petit peu de temps ici. Et voilà, j'obtiens cette réponse. Et pour ceux qui utilisent abondamment ChatGPT et la recherche sur Internet, vous avez déjà l'habitude, ou comme sur Perplexity, à chaque fois, vous avez une petite bulle qui vous donne le lien, la traçabilité vers la source d'origine. Donc ici, la réforme s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Il m'a recopié l'extrait du paragraphe qui a servi à générer cette réponse et il m'a mis tout en bas le nom de la source. Donc là, je sais que ça vient d'une des sources du site impôts.gouv. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça me permet de m'assurer d'où ça vient. Là, ça vient d'un webinaire sur la facturation électronique. Je peux relire tout le contexte qui a servi à générer cette réponse. Et donc, ce qu'on constate souvent auprès des utilisateurs de NotebookLM, c'est un meilleur taux de, en tout cas de mon point de vue hein, et de ce que j'ai pu entendre, c'est plutôt un meilleur ressenti dans la qualité des réponses que sur ChatGPT en utilisant les robots personnalisés de ChatGPT qui parfois vont avoir tendance à halluciner. Et puis là, ce qui est assez génial, c'est de pouvoir mettre autant de sources. On peut, sur la version gratuite, mettre jusqu'à 50 sources. Mhm. Là où, si on était sur les robots personnalisés de GPT, euh, je pense qu'au-delà de 10, il va falloir commencer à trouver des raccourcis. Je peux également lui dire, et ça va être le but de la suite de notre présentation, rédige une fiche de présentation de la réforme pour les chefs d'entreprise. Il y a Johan, en attendant la réponse de Notebook, qui nous dit qu'effectivement, Notebook hallucine aussi de temps à autre. On en avait discuté, on a eu le débat avant ce webinaire avec Vincent sur Ouais. effectivement Notebook LM, les GPT, ou moi je vais vous présenter aussi une autre chose. Moi je trouve que de retour d'expérience, je travaillerais plus avec Notebook LM, peut-être sur de l'interne pour prendre connaissance de la documentation, des spécificités, creuser un sujet. Je trouve que le fait d'avoir quand même plein de sources et différentes sortes de sources, c'est quand même assez intéressant. On voit qu'il y a de la vidéo, du PDF, etc. Donc, on peut avoir quand même beaucoup d'éléments de base et on a quand même la référence systématique à la source. Je trouve qu'il est plus détaillé. Après sur ChatGPT, avec un GPT, je trouve que c'est plus peut-être ludique et plus sympa à utiliser qu'un notebook LM, par exemple, si on le met à disposition d'un client ou de collaborateurs vraiment débutants, en faisant attention justement au paramétrage. Et Alors, ouais, vas-y, Vincent. on a la présence d'Isabelle, qui est une grande connaisseuse
de la facturation électronique. Donc, Vénitien, fais attention à ce que tu dis. Bonjour, bonjour Isabelle, qui nous a mis plusieurs questions dans le chat. La première, quelle différence avec un GPT dans lequel on charge la même doc? Le premier point peut-être, c'est que en termes de conception, Notebook LM est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de lui mettre un prompt, alors que sur les GPTs, il faut mettre les prompts, il faut penser à, à mettre quelques phrases clés pour réduire les hallucinations. Sur les GPTs, on ne peut pas mettre de vidéo YouTube, donc ça veut dire qu'il va falloir d'abord transcrire pour ensuite éventuellement l'exploiter. Et puis, il y a d'autres fonctions sur Notebook LM qui n'existent pas sur ChatGPT, mais je vais laisser encore un peu de suspense parce que c'est Vénitien qui va nous en parler dans quelques minutes. Et puis on a eu ce débat, Isabelle, avec Vincent, justement, avant le webinaire, entre finalement, on le verra aussi avec ce que je vais vous présenter, les projets justement sur ChatGPT. En fait, dans quel cas on utilise un GPT, un projet ou Notebook LM? Moi, je trouve que Notebook LM, c'est vraiment super pour de l'apprentissage et pour travailler. Et ça a été conçu pour ça, en fait, à la base par Google, pour voilà, développer l'apprentissage à partir d'une documentation, la simplifier, etc. Et c'est vrai, comme le disait Vincent, les GPT, eux, ils sont beaucoup plus flexibles et paramétrables pour réaliser des tâches selon un scénario, par exemple, d'utilisation. Notebook LM, ça va être vraiment, on met de la doc, on pose de la question sur la doc et on apprend et on va voir, on va pouvoir décliner sous différents supports. Les GPT, je les vois plus comme un petit agent SAV qu'on va pouvoir questionner, qui va nous faire des réponses plus simples ou qui vont répondre à un scénario en particulier. Et ça me permet, si tu as fini, Vincent, sur... Oui, comme le temps tourne, je vais te laisser continuer. Ça permet une transition justement sur la suite. Sur mon cas, à moi, comment j'ai recherché, stocké et exploité les informations dans une perspective de communication sur la facturation électronique auprès de mes clients. Moi, je me suis servi de projets. Donc, cette fonctionnalité qui n'est pas tant mise en avant, je trouve, par différents intervenants sur le sujet de l'IA et de ChatGPT, et pourtant qui est assez intéressante, puisque projet, en fait, alors pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien en détail cette fonctionnalité, c'est ici, donc, sur ChatGPT, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Donc, en fait, vous voyez, moi, je crée des projets en fonction de thèmes. Donc, je vais avoir le thème facturation électronique. Et en fait, quand je crée un projet, je vais avoir la possibilité, comme dans Notebook LM ou comme dans un GPT, finalement, d'ajouter de la documentation. De la documentation que j'ai sélectionnée en amont. Et comme on l'a vu, on va avoir différents moyens. Donc, Vincent, lui, il a par exemple transcrit des vidéos YouTube pour créer des fichiers PDF pour les intégrer justement dans son, dans son notebook LM. Moi, ce que j'ai fait, j'avais déjà collecté dans les 6 derniers mois en fait, des documentations que je trouvais intéressantes. J'avais déjà un fichier, un dossier sur mon ordinateur, sur mon bureau avec des documents. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai fait une demande pour faire une recherche sur de la documentation publique et téléchargeable sur la recherche de la facturation électronique. Prompt très simple, comme une recherche Google limite. Donc j'ai eu différents liens qui m'ont permis de consulter différents documents, différents articles qui m'ont renvoyé sur d'autres liens et qui m'ont permis de télécharger notamment pas mal de documentation d'impôts.gouv. Ce que j'ai fait également pour alimenter ma base de données dans Projet, c'est que, est-ce que je l'ai là? Voilà. J'ai fait une recherche approfondie avec ChatGPT. Et là, pour le coup, j'ai mis un prompt plutôt costaud pour, dans l'idée d'avoir limite déjà un guide qui va mettre ou une notice explicative de la réforme à partir de cette fonctionnalité recherche approfondie qu'on a déjà présentée, mais qui permet finalement d'avoir une réponse avec, vous voyez là, j'ai 23 sources, 57 recherches et le travail il a duré 11 minutes. Donc là, j'ai déjà un document qui est assez dense
sur le sujet de la réforme, de la facturation électronique, qui va me permettre, moi, d'approfondir mes connaissances, mais qui va aussi me servir à alimenter ma base de données, justement, sur laquelle je travaille dans les projets pour différentes tâches. Donc, recherche d'informations sur la facture électronique, j'avais déjà des documents que j'avais collectés, divers et variés. J'ai fait une recherche sur Internet simple avec ChatGPT qui m'a permis de trouver des liens avec des documents téléchargeables. J'ai fait également une recherche approfondie et au final, je me retrouve avec, comme plus ou moins Vincent. Vincent, tu avais 13 sources, moi j'en ai 12, mais différentes. Alors normalement, on devrait arriver sur une base d'informations qui est quand même similaire, mais qu'on a identifié un petit peu différemment. L'autre avantage de projet, c'est que derrière, j'ai préparamétré des instructions, une sorte de prompt, on va dire. Donc en fait, toutes les conversations que je vais lancer à partir de mon dossier projet facture électronique, ici, toutes les conversations, l'IA, ChatGPT, va se référer à mes instructions pour pouvoir justement me répondre. Donc ça m'évite à chaque fois de remettre un contexte, etc. Donc là, je lui ai dit, tu es un expert de la réforme de la facture électronique et un coach spécialisé sur le secteur de l'expertise comptable. Tu maîtrises parfaitement les enjeux des cabinets en France et les impacts pour les entreprises de la réforme. Tu vas m'assister dans différentes tâches de communication, organisation et formation pour faciliter la mise en place de la réforme auprès de mes clients et collaborateurs. Et ce qui peut être intéressant dans les instructions, c'est de donner un certain angle à ce projet, de dire le but du projet, c'est de communiquer au client, ou alors le but du projet, c'est de communiquer auprès de l'équipe du cabinet, aux collaborateurs, de concevoir des outils, des fiches mémo. Mm. Ce que l'on ne peut pas spécialement faire dans Notebook LM, parce que Notebook LM, il n'y a pas cette notion d'instruction. C'est ça. Et derrière, je vais avoir la possibilité, du coup, de créer différentes conversations sur différents sujets en me référant toujours à mes instructions et à ma base de données également. Donc, je trouve un outil projet qui est hyper intéressant, qui peut ressembler un petit peu au GPT. La différence, moi, que je trouve avec les GPT, c'est que finalement, je vais avoir un seul endroit où je vais centraliser toutes mes conversations sur le sujet de la facturation électronique. Je vais avoir aussi ma base de données et mes instructions sont un peu moins contraignantes que celles d'un GPT. Elles sont beaucoup plus larges. Souvent, le GPT, on va le créer pour réaliser une action en particulier en fonction d'un d'un objectif ou d'un scénario. Et finalement, il va toujours être utilisé un petit peu pour la même chose. Là, à partir de mon projet, je vais développer ma stratégie de communication, je vais développer, pourquoi pas, le contenu de mes supports de communication, que ce soit des emails ou d'autres supports de communication différents. Je vais pouvoir le solliciter sur différents sujets également liés à cette facture électronique ou à la mise en place dans mon cabinet. Je peux lui dire, par exemple, comment créer un plan de formation de mes collaborateurs au sujet de la formation de la réforme de la facturation électronique, par exemple. Je vais avoir plein de possibilités différentes. C'est ce que je trouve intéressant justement avec ces projets et qui peut être très utile à constituer au niveau du cabinet pour mener différentes actions. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Vincent? Non, et puis l'heure tourne, donc on Allez, peut, je je peux je continuer. poursuis. Du coup, si on vient un peu plus en détail sur, justement, cette stratégie, ce que je me suis amusé à faire, donc toujours dans mon projet, c'est que, étant donné que je vais déjà paramétrer mes instructions, j'ai pas fait un prompt très élaboré, j'aurais pu le développer, mais j'ai déjà des instructions. Je fais une demande: «Peux-tu définir un calendrier de communication pour les clients du cabinet afin de les informer progressivement de ce qu'est la réforme de la facture électronique et des implications?» Rappelez-vous, dans mes instructions, je l'ai déjà mis en expert de la réforme, spécialisé dans le coaching des cabinets. Donc, il connaît le contexte, justement, mon contexte, celui des cabinets d'expertise comptable, et il est déjà orienté dans sa réponse. Donc là, il va me dire, OK, objectif du calendrier, vulgariser la réforme de manière claire et accessible, créer une montée en puissance pédagogique, positionner, bon, je suis désolé pour la pub, mais je le fais pour mon cabinet, et comme je suis sur mon cabinet, c'est ce qui est apparu,
éviter l'effet de panique à l'approche de l'échéance. Et là, derrière, ce qu'il va me faire, c'est du coup un calendrier, période. Donc, en juin 2025, objectif de la communication, informer sur la réforme arrive, l'annuaire ouvre, email d'information simple, contenu action, canaux recommandés, emailing, site du cabinet, Notion, etc. Et moi, ce que j'ai fait, donc après, je continue. As-tu prévu de segmenter la communication pour entreprise? Est-ce judicieux? Donc, je peux continuer la conversation avec lui. Mais derrière, moi, déjà, au fur et à mesure, ce que je vais pouvoir faire, c'est développer, par exemple, une page Notion où je vais stocker déjà mon calendrier, parce que je le trouve pertinent. Je trouve que les actions, les contenus proposés sont assez intéressants. Et donc, à cet effet, bah, je vais pouvoir déjà stocker cette information dans un Notion et continuer ma conversation, rédiger, pourquoi pas, des mails, avoir des idées de support aussi différents et poursuivre justement ma stratégie. Je peux ouvrir, si je ne suis pas satisfait, ouvrir une nouvelle conversation et le positionner en expert de la stratégie de communication et de réessayer de retenter pour voir un petit peu les différences que je peux avoir en termes de réponse. Une question, Vénitien, peut-être pour donner envie à nos participants. Là, tu dis que tu vas le copier-coller sur Notion. Est-ce que tu vas passer un peu de temps à le remettre en forme ou c'est quasiment prêt à l'emploi? Alors, moi, ce que j'ai fait, bah, je peux le partager sur Notion, parce que c'est vraiment, je m'en sers vraiment pour le cabinet. C'est-à-dire que mon mail de juin, là, il est prêt, il va partir. Donc, moi, ça me permet de stocker ça aussi à part et de pouvoir m'y référer facilement. Et derrière, en fait, bah, j'ai déjà commencé à rédiger, par exemple, mon premier mail pour informer. Et ça a été généré, pareil, dans une conversation à partir de mon projet pour justement communiquer, commencer à communiquer avec mes clients. Et ce que je prévois, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que là, c'est une communication qui est plutôt succincte, qui n'est pas trop lourde pour pas que mon client se sente perdu non plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page Notion publique que je vais partager à mes clients. Je vais mettre le lien ici. Donc là, il n'y a pas encore le lien, vous voyez, mais comprendre la réforme en 2 minutes. Où là, pour le coup, je vais me référer à NotebookLM, parce que moi aussi j'ai créé une base de données sur NotebookLM, avec, et je vous le montrerai par la suite, une fonctionnalité qui me permet d'avoir un résumé beaucoup plus détaillé sur l'explication de la réforme de la facture électronique. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question ou si j'étais à côté, mais c'était un peu... Ouais, c'est un ouais, peu... je pense que donc c'est quand même assez opérationnel et on peut gagner du temps si je dois résumer. Bah, pour moi, c'est complètement actionnable et comme je te disais, ça va me servir. Alors, j'ai pas encore lancé la communication parce que j'avais d'autres sujets. Pour être franc, je rentre de vacances. Mais, la réalité, c'est que la semaine prochaine, je sais qu'il y a l'annuaire vraiment qui a dû ouvrir, qu'on va pouvoir commencer peut-être à enclencher des choses. Donc ça, je vais le revérifier aussi. Mais je vais commencer dans tous les cas à envoyer une première communication pour sensibiliser mes clients et au moins me positionner comme l'interlocuteur privilégié de tous mes clients pour discuter de cette réforme et éviter d'être court-circuité par, je sais pas, d'autres partenaires et qui m'écoutent moins en fonction de leurs besoins pour les orienter dans cet événement. Voilà. Donc après, pareil, dans ma stratégie, vous voyez, il m'a proposé différents contenus. Donc je peux faire pourquoi pas des vidéos courtes, des lancements de pages FAQ, des mini-quiz. Donc ça me donne aussi des idées. Et en fait, avec d'autres outils d'IA, on va pouvoir justement, bah, on va dire, créer ces outils et ces supports de communication qui vont changer un petit peu du simple mail ou d'un pavé PDF ou Word, je ne sais quoi, pour les clients. Et qui va peut-être un peu stimuler justement l'intérêt de nos clients et faciliter l'intégration de ces notions et les impacts pour eux de cette réforme. Voilà. Je crois que c'est à toi maintenant. Je te repasse la main Oui, d'accord. de la présentation. Très bien, bah, merci pour ces éléments sur la stratégie. C'est extrêmement important de bien réfléchir, de bien penser les choses avant de se lancer dans l'opérationnel. Et en parlant d'opérationnel, maintenant, on va passer à une autre partie plus sur la préparation des supports de communication.
en sachant que il existe déjà toute une série de documents. L'ordre a conçu un kit de communication avec des fiches. Donc il y a également les éditeurs de la profession qui font pas mal de contenu sur tout ça. Donc on peut déjà utiliser ce qui existe et on peut également peut-être personnaliser en fonction de vos cibles de clients. On peut profiter de l'IA avec les quelques exemples que l'on va vous présenter dans les 20-25 prochaines minutes. Le premier qu'on avait identifié, c'est un outil qui s'appelle Gamma, GA2MA, qui permet de créer des diaporamas. Alors, pareil, si certains d'entre vous l'utilisent, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. En général, il est plutôt bien apprécié. L'idée, c'est que là, je vais utiliser Gamma pour me faire un petit diaporama. On va rester assez simple, on va faire quelque chose d'assez générique, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, donc là, c'est le site de Gamma. Gamma, il y a une version gratuite, mais qui est assez limitée. Au bout d'une dizaine de diaporamas, il faut payer. Et c'est pas une dizaine par mois, c'est une dizaine sur toute la vie du compte. Mais c'est 10 euros par mois par utilisateur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'option coller le texte. Et moi, souvent, ce que j'ai l'habitude de faire avec Gamma, c'est de prendre une autre IA comme ChatGPT ou Claude, de lui demander de me faire un résumé destiné à un diaporama et d'exploiter la réponse dans Gamma. Pourquoi? Parce que si je dépose sur Gamma un document de 150 pages, il risque d'avoir un peu de mal à bien hiérarchiser, à bien synthétiser les informations utiles. Donc, de mes observations, il vaut mieux lui mâcher le travail en lui donnant déjà quelque chose de ciblé. Donc là, j'avais un extrait de réponse de ChatGPT, je la colle et je vais vous montrer en quelques secondes ce que ça donne. Donc on va passer les étapes de personnalisation et là, il va commencer à travailler. Moi j'ai fini de travailler, je lui ai donné le texte source et il va tout me mettre en page sous vos yeux. Alors, je vois que Dalila utilise Gamma et trouve qu'il est assez simple et utile, effectivement. Nathalie confirme. Voilà, comme tu le dis, Nathalie, il faut bien donner des choses qui sont prêtes à mettre en page. Ça facilite la qualité de la réponse. Et après, bien sûr, on va pouvoir le personnaliser, ce diaporama, rajouter notre charte graphique, notre logo de cabinet, modifier les diapositives, etc. Je vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités, sinon on en a pour la soirée, mais sachez que c'est extrêmement personnalisable. Il y a des images qui se sont générées, on peut les changer, on peut mettre les nôtres. Et derrière, ça donne des livrables qui sont quand même plutôt efficaces, en tout cas sur la forme. Et ça peut également fonctionner en format fiche. Alors, je crois que j'en ai une. Juste, Euh, ce qu'on peut ouais. dire également, effectivement, il y a Isabelle qui nous dit que c'est aussi pratique de concevoir avec ChatGPT justement les slides et de copier-coller. C'est vrai que c'est une bonne pratique, un bon cas. En revanche, il faut faire attention quand même. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, il peut modifier quand même le contenu du texte. Donc, il faut rester vigilant et toujours forcément relire et remodifier à la marge. Mais ça fait déjà un rendu qui est super. Et effectivement, c'est hyper intéressant quand vous avez déjà paramétré votre charte graphique parce que vous pouvez sélectionner votre thème aux couleurs du cabinet et à ce moment-là, il vous fait une présentation qui correspond justement à vos, à vos chartes graphiques. Ouais, tout à fait. De toute façon, dès qu'on parle d'IA, il faut revérifier, hein, on n'est jamais à l'abri de modifications. Et là, c'est un format plus fiche, donc on est plutôt sur du A4 avec des points clés, opération exclue de l'e-reporting, calendrier de mise en œuvre.
etc. Pour Donc ça répondre vous... à, excuse-moi, Ouais, Vincent, il y avait Isabelle aussi qui posait une question sur comment on intègre une charte graphique. En fait, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais on peut paramétrer voilà, les logos, la couleur, etc., en créant un thème personnalisé. Donc, on va dire nos ouais, titres seront dans telle couleur, il y aura voilà. telle forme, telle police, etc. Donc, c'est dans les paramètres de Gamma. Ouais. Voilà. Et puis, petit bonus, est-ce que Vénitien, tu as entendu parler de la fonction laboratoire de Perplexity? Alors, je l'ai vu passer Ah, dans voilà. ma veille. Le contraire m'aurait étonné. Je l'ai vu passer, mais j'avoue que je ne l'ai pas approfondi, même si ça m'a beaucoup interpellé et je me suis dit que ça pouvait être assez fou, mais Eh je ne l'ai ben, pas trop vu sur le papier. Ah, la bonne surprise. justement pour te montrer ce que ça peut, pour vous montrer ce que ça peut faire, j'en ai profité. C'est sorti ce week-end. Et je lui ai demandé à Perplexity donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sur Perplexity, limitée aux comptes payants, et qui prend jusqu'à 10 minutes pour concevoir des réponses multimodales avancées avec du code informatique s'il faut, avec des diaporamas. Et là, j'ai testé le cas avec une présentation de 10 diapos sur les points clés de la réforme. Et voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une sorte de diaporama. Alors, je vais la mettre en plein écran, ça sera plus sympathique. Alors, j'ai trouvé que c'était pas mal, en tout cas sur la forme. Sur le fond, il m'a semblé qu'il y avait un petit peu d'amélioration à faire, mais on a quand même un rendu qui est assez propre, d'autant que j'ai vraiment écrit mes 2 lignes de texte, hein, fais-moi un diaporama, j'ai rien donné de plus, et il a tout été cherché sur Internet. Voilà, donc exemple de PDP, format technique de reporting, et il m'a fait action prioritaire. Et après, par contre, on n'a pas la main pour modifier. Alors, à ma connaissance, non. Maintenant, j'ai pas encore énormément de recul sur la fonctionnalité. D'accord. Ceci étant, on peut télécharger le code. Alors, je vais le faire sous vos yeux. Ah, là, tu vas me Ah perdre. oui, mais là, et là, ça nous donne un fichier HTML. Donc, il faut savoir programmer un petit peu pour le modifier. Mais on peut aussi envisager d'utiliser l'IA pour modifier le fichier HTML. Ah, mais c'est prometteur, par contre. Là, c'est Ouais. toujours c'est le début, de toute façon. Donc, Et euh, puis, et puis après, vous avez, alors bon, là, ça va pas vous être utile, mais quand il génère des images, des infographies, il vous les restitue. Là, il n'y en a pas. Il vous les restitue, donc on peut les exploiter derrière. Là, j'ai toutes mes sources. Bon, on en reparlera peut-être sur un prochain Vince ouais, Veni, ça mais a creusé. Ça a c'était creusé. le petit bonus pour ce soir. Ah, tu m'avais caché ça, Vincent. C'était une surprise pour moi aussi. Non, pas mal. Mais c'est vrai que je l'ai vu passer. Je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal, effectivement. Après, j'avoue que j'ai résilié, moi, mon abonnement à Perplexity. J'essaye de On peut revoir un pas peu. tout avoir. Ouais. Ouais, ouais, à un moment, là, j'ai fait une petite revue de tous les abonnements que j'avais. Je me dis, bon, on va peut-être faire attention un petit peu. Bref, Ouais. parenthèse fermée. On poursuit? Je te rends la main. Allez. Du coup, hop, l'autre possibilité qu'on peut avoir, alors peut-être plus en interne qu'en externe, ou à voir si vous pouvez le mettre à disposition, si vous voulez le mettre à disposition des clients ou simplement des collaborateurs, mais c'est justement de créer un GPT qu'on a paramétré spécifiquement pour réaliser une tâche. Donc là, moi, je viens de le créer, il est là. Donc, c'est expert facture électronique. Donc, ça, typiquement, on peut le partager. On peut créer un lien et le partager soit aux collaborateurs du cabinet, soit à des clients. Et à ce moment-là, s'ils ont une question, alors, il faut que ça reste une question plutôt simple, plutôt basique, on va pouvoir potentiellement lui poser, enfin, pas potentiellement, on va pouvoir lui poser et il va nous répondre. Ce que je me suis amusé à faire, alors, pour vous montrer rapidement, un GPT, ça se paramètre. Donc, on a une version simple où on a un assistant GPT qui va nous aider à paramétrer notre GPT,
ou alors une configuration avancée. Et là, on va avoir des instructions un petit peu plus poussées avec un fonctionnement et souvent des étapes pour que justement ils suivent un certain scénario. Donc moi, étape 1, l'utilisateur pose une question liée à la réforme de la facturation électronique en France, obligations, calendrier, outils, impact pour les entreprises. 2, le GPT analyse la question et cherche dans la base documentaire intégrée les informations pertinentes. Donc là, moi, je lui ai dit, je l'ai paramétré de telle sorte à ce qu'il utilise uniquement la base de données que je lui ai confiée pour pouvoir justement me répondre. Donc c'est à peu près la même base de données, c'est la même base de données que j'ai utilisée dans mon projet, dans NotebookLM et dans mon GPT. Et pour avoir un exemple concret, ce que je me suis amusé à faire là juste avant le webinaire, je suis une entreprise qui facture des prestations de services à des entreprises canadiennes. Quelles sont mes obligations vis-à-vis de la réforme? Et là, du coup, en tant qu'entreprise assujettie à la TVA établie en France, vous n'êtes pas concerné par l'obligation de la facturation électronique, e-invoicing. Vous voyez, j'ai pas été assez précis quand même, donc il y a des limites. J'ai pas été assez précis dans ma question. Je lui ai dit juste, je facture des entreprises canadiennes. Je lui ai pas dit, je facture à la fois des entreprises françaises et canadiennes. Donc lui, il a retenu comme obligation uniquement le e-reporting des données de transaction. Effectivement, dans le cadre de la facturation électronique, quand on va facturer une entreprise à l'international, il va falloir que justement on remplisse les obligations liées au e-reporting par rapport aux données de transaction et e-reporting par rapport aux données de paiement. Donc vous voyez, ça a quand même ses limites, mais c'est quelque chose qui peut être affiné. Moi, je l'ai créé très rapidement et forcément, je pourrais lui dire dans les instructions, lui dire, bah voilà, pousse l'utilisateur à préciser sa question pour s'assurer justement qu'il lui réponde correctement et qu'il évite de dire des bêtises. Ça peut être une idée, pourquoi pas utiliser en interne, avoir en externe, je ne le recommande pas quand même. Moi, mes GPT, je ne les publie pas. Même mon GPT hier, parce que voilà, j'ai peur quand même d'une hallucination ou d'une erreur qui voilà, induise, même si on le dit, hein, on le répète, attention, l'IA n'est pas, on va dire, toujours juste et peut halluciner. Il faut quand même être ultra vigilant. Mais ça peut être une idée de se créer un GPT un peu SAV. Bon, je pense plus en interne, faire attention pour aider les collaborateurs à répondre, pourquoi pas, à des questions des clients ou à répondre à leurs propres questions aussi. Après, avoir à choisir, est-ce qu'on crée un GPT ou est-ce qu'on met à disposition un notebook LM? Voilà, ça, c'est des stratégies à adopter dans les cabinets, fonction de l'utilisation, de l'appropriation des différents outils, je pense. Et les GPTS, on peut les partager à des utilisateurs qui ont un compte gratuit. Ouais, La seule exigence, c'est que le concepteur du GPTS ait un compte payant. c'est ça. De toute façon, on ne peut pas créer de GPTS sans compte payant, il me semble. Tout à fait. Et ce que je voulais vous montrer, ça c'est parce que j'utilise aussi Notebook LM comme Vincent. Vincent aussi utilise ces cas d'usage. Mais ce qui est super intéressant, une fois qu'on a créé cette base de données sur Notebook LM, et c'est peut-être là où moi je le mettrai à disposition des collaborateurs du cabinet, le Notebook LM, parce que je sais que c'est beaucoup plus sécurisé, il y a moins de risques d'hallucination, je trouve, que ChatGPT. Et bah, c'est typiquement de créer une mind map à partir justement des informations et des documents qu'on a chargés dans notre notebook LM. Donc je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez ludique, j'ai envie de dire, sur par exemple les différents sujets. On va cliquer dessus. Alors on peut avoir directement une réponse par rapport à justement l'une des ramifications, si j'ose dire, de notre mind map. On va pouvoir le questionner, nouveau calendrier, enfin, selon la taille de l'entreprise, par exemple, et on va avoir une réponse de notre book LM qui va se générer au milieu à partir justement de la sélection qu'on a faite sur notre mind map. Donc ça, je trouve, mind map, c'est assez sympa aussi, c'est assez ludique et ça nous permet d'aller plus facilement sélectionner une partie de la réforme qui nous questionne pour se former, pour pouvoir communiquer dessus. Ce qui peut être aussi intéressant, et là, pour le coup, j'ai été vraiment surpris de la qualité du résultat, c'est de faire un podcast audio, justement,
où, à partir de tous les documents, justement, Notebook LM nous permet de générer une conversation qui est très intéressante. Vraiment, moi, je l'ai écoutée. J'étais dans le métro, je rentrais de Paris, justement. Je me suis dit, tiens, j'avais travaillé dans le train sur mon Notebook LM, sur la réforme de la facturation électronique. Je me suis mis, du coup, sur le trajet dans le métro en rentrant chez moi, en rentrant de Paris. 7 minutes, ça passe très rapidement et c'est assez sympa. Je vais essayer juste d'écouter pour que vous vous rendiez compte des voix et des interactions. Il faut que je partage juste mon onglet, faut pas que je me Et fasse ça. on peut préciser pendant ce temps que les podcasts sont en français. Au tout début de notre Book LM, il y a 7-8 mois, c'était plutôt réservé aux Anglais. C'était que en voix anglais. Et maintenant, c'est terminé. Là, Bonjour et bienvenue. si on entend. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet incontournable pour les entreprises en extension, le invoicing, le e-reporting et puis le calendrier et comment on s'y prépare, hein. Alors, qui est sur le... Donc c'est assez bluffant, je trouve, Ouais. dans le réalisme des voix, dans l'intonation, ça fait pas du tout robotique et c'est vachement pertinent, vraiment, ce qui est échangé en termes d'informations. Alors faire attention, parce que forcément, s'il y a des, euh, des petites erreurs dans la documentation, bah, ils vont le reprendre. Par exemple, moi, dans ma documentation, ils mentionnent encore le PPF comme un opérateur possible pour les entreprises pour transmettre justement les Mm. factures. Donc, il faut quand même faire attention et le prendre et, et être vigilant. Mais moi, je pense sincèrement que je vais tenter d'en créer un vraiment propre et le mettre à disposition de mes clients. Mm. Pareil sur une page Notion, de partager un lien, ils peuvent écouter le podcast et je trouve que c'est hyper ludique, c'est hyper bien fait. 7 minutes, ça s'écoute très facilement et très rapidement également. Voilà. Et je reviens très rapidement sur les mind maps. Bah, alors, du coup, Ah, je j'arrive. remonte. Non, j'y suis. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est extrêmement simple à générer. En fait, il y a juste besoin de cliquer ici sur carte mentale. Ça prend quelques secondes et ça vous fait ce qu'a montré Vénitien. Et après, quand je déplie, hop, quand je clique sur une rubrique, ça va me générer une question dans la conversation principale ici avec une réponse. Donc c'est un moyen, alors ouais, quand on veut apprendre sur un sujet, c'est vraiment un moyen très ludique pour regarder un petit peu tous les angles autour du sujet. Et ce que j'ai pas mentionné, ce que j'ai fait aussi sur Notebook LM, c'est que vous voyez sur l'écran de Vincent, sur le côté, vous avez réforme facturation électronique, e-reporting. En fait, vous pouvez créer des notes très Ouais. synthétiques à partir de la documentation en automatique. Guide d'études, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce que je vais partager, vous savez, dans mon mail que je vous ai présenté, le premier mail d'information où je vais mettre un lien pour dire à mes clients, vous voulez en apprendre plus en 2 minutes, et ben, je vais me servir justement d'une note que j'ai faite avec Notebook LM pour avoir le détail, justement avec une sorte de question-réponse pour mes clients pour justement le faire. Voilà. On a Voilà. pris du retard, Vincent, encore, hein, comme d'habitude. On est presque au bout, sauf si tu avais encore des choses à rajouter sur cette partie. Ok. Alors, donc ensuite, un dernier exemple qu'on voulait évoquer, c'était la possibilité dans la stratégie de communication de créer des scripts de vidéos ou des plans de webinaire. Alors, c'est pas pour autant que ce webinaire a été fait avec l'IA, on l'a bien préparé, mais Avec IA. je vous montre un exemple sur ChatGPT. Si je retrouve la fenêtre, voilà. Donc, je lance mon prompt. Je lui demande de préparer un webinaire de communication sur la réforme de la facturation électronique pour des clients d'un cabinet d'expertise comptable, des chefs d'entreprise de petite taille. Et alors là, on est vraiment dans l'action. Donc, il nous propose plusieurs sous-parties avec des actions à engager. Alors là, c'est un exemple très très simple. Bien sûr, on peut le sophistiquer beaucoup plus. On peut créer des jeux de rôle entre guillemets si on fait ça en physique, si on co-anime avec d'autres personnes. On peut créer des scripts en disant voilà comment on structure l'introduction. Donc c'est vraiment un super outil si vous voulez préparer des événements. On peut également citer si vous faites des petits déjeuners ou des soirées clients autour de la facturation électronique.
parfois, on est un petit peu à court d'idées originales. On veut se démarquer un petit peu de ce qui existe déjà parce qu'il y a beaucoup d'événements aujourd'hui. L'IA a sans doute des pistes intéressantes à poursuivre. Voilà, donc je reste assez court là-dessus. On pourrait en parler des heures. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vénitien, mais On pourrait en parler des heures. Je reprends la suite avec je crois que c'est le dernier, du coup, dernier cas, on va dire, d'usage qu'on a identifié. Alors, ce cas, moi, je trouve qu'il est assez intéressant et peut-être pas sous la forme sous laquelle je vais vous la présenter, mais j'ai eu cette idée, enfin, on a eu cette idée de se dire, effectivement, il faut qu'on cartographie, ça on le sait, on nous dit, on cartographie justement les flux chez nos clients. Ça peut être un travail qui peut être assez pénible, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça peut être ouais, un il y peu a, inintéressant. Ouais, il y a quand même le questionnaire de l'ordre, l'outil de l'ordre sur la cartographie des flux qui existe. aussi. Je le Et dis, sinon Isabelle va m'en vouloir. bien sûr. Merci J'allais l'écrire dans le chat. On a J'ai quand même, anticipé. on a quand même un outil de cartographie des flux et des outils, un outil de cartographie des clients et des fournisseurs et un outil des compétences des collaborateurs. Voilà, je faisais une petite pub pour nos outils. Super intéressant. Sur l'espace Merci, Isabelle. privé, sur l'espace privé du Conseil national. Merci Isabelle. Sur IFAC Expert. Ce que je me suis amusé à faire, du coup, c'est effectivement me dire, pourquoi pas, du coup, mettre à disposition un questionnaire auprès de mes clients pour qu'ils cartographient par eux-mêmes. Alors, il y a un risque d'erreur, forcément, s'ils répondent mal aux questions, soit un questionnaire auprès de mes clients, soit plutôt un questionnaire auprès de mes collaborateurs, après les avoir formés, qui puissent répondre à un questionnaire, justement, un peu interactif, un peu ludique. Et ça, c'est plus, je ne le ferai pas en réalité, ou si je le ferai différemment, tout du moins. C'est plus pour vous montrer les possibilités. Mais je me suis amusé en fait à demander à l'IA un scénario de questions en fonction des règles liées à la facturation électronique pour cartographier justement les flux chez mes clients et de générer justement ce fameux questionnaire. Et ça permet derrière d'avoir... Donc j'ai pris toutes les réponses qui ont été obtenues à partir des différents prompts et derrière, j'ai mis du coup toutes ces réponses dans Claude. Et avec Claude, il y a cette fonctionnalité qui permet justement, à partir de texte, de créer du code informatique et de visualiser à quoi correspond ce code informatique. C'est la fonctionnalité artefact. Et ça me permet d'avoir voilà, un questionnaire interactif en ligne que je peux partager, pourquoi pas, avec mes collaborateurs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus pertinent, effectivement, d'utiliser un questionnaire qui a été fait par l'ordre et pourquoi pas de le mettre en ligne avec, enfin, de le réapproprier ou de le mettre en ligne pour collecter les réponses automatiquement auprès des collaborateurs qui répondent à ce questionnaire pour avoir une vue beaucoup plus synthétique et rapide après sous Excel à partir des questions qui ont été renseignées et des réponses obtenues. Voilà. Mais il y a aussi cet aspect-là qu'on voulait effectivement partager, de se dire, effectivement, on va avoir peut-être dans notre stratégie de communication une stratégie globale au niveau de tous nos clients au départ pour les informer de la réforme. Après, il va peut-être falloir qu'on justement segmente notre communication en fonction de la typologie de nos clients et donc qu'on cartographie effectivement les flux chez nos clients. Et on peut utiliser, pourquoi pas, l'IA pour nous aider dans cette cartographie en développant des questionnaires. Voilà. Et ce qui est sans doute complémentaire, je pense, aux outils existants, c'est que là, tu travailles sur l'aspect formel, sur la mise à disposition du questionnaire auprès des clients et des collaborateurs. Ça te fait la page web, parce que ce que tu n'as pas montré, c'est qu'après, on pouvait la télécharger comme sur Perplexity Laboratoire. Donc, on a un fichier on a une base de travail peut-être à améliorer, mais on a gagné du temps sur la pagination, les couleurs, etc. C'est la mise en forme. Disons que Voilà. c'est plus sympa. Et la dernière fois, j'étais en formation avec des avocats. Je formais des avocats et il y a une participante qui m'a parlé d'un terme que j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous partager. Elle parlait de legal design dans la communication. C'est-à-dire comment communiquer
sous une forme particulière pour transmettre le message, un message technique complexe plus facilement et qui soit intégré plus facilement par notre interlocuteur. Et je trouve que c'est juste aujourd'hui où on a effectivement des capacités de concentration qui sont parfois limitées, où il faut justement mettre beaucoup plus de formes, d'utiliser l'IA et toutes ces possibilités pour un petit peu marketer des propos qui peuvent être parfois un peu techniques ou difficiles à intégrer. Et là aussi, l'IA est intéressante pour ça. Faire du legal design de communication. C'est une belle formule, effectivement. Eh bien, on est arrivé au terme de ce qu'on avait à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, ou des réactions sur ce qu'on a montré? On n'a bien sûr pas été exhaustif en 1 heure. On aurait pu parler de plein d'autres choses sur la communication. Donc, n'hésitez pas à réagir. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir effectivement. Pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, Vincent, peut-être aujourd'hui, c'est effectivement la réforme est là, elle arrive, enfin. On va avoir un gros travail de pédagogie à faire auprès de nos clients, tant pour gagner du temps que pour se positionner, que pour justement être l'interlocuteur privilégié et éviter, entre guillemets, de se faire doubler. Donc, c'est un sujet hyper important qu'il faut prendre en main. Les institutions nous le disent, tout le monde nous le dit, mais il faut y aller, c'est maintenant. Et aujourd'hui, on a, grâce à l'IA, un outil, des possibilités, des outils, des possibilités, justement, de faciliter ce travail de communication auprès de nos clients et un travail dans lequel on n'est pas forcément à l'aise de base. Mais on voit qu'on a plein de possibilités différentes. Et on peut également préciser qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de communication de la part des acteurs partenaires de la profession et d'autres acteurs qui rentrent sur le marché. Donc, j'aurais envie de dire que l'IA est peut-être un des moyens de différenciation des cabinets dans la communication, en trouvant des façons un petit peu originales, un petit peu plus ciblées, de parler à nos clients de ce sujet, de leur expliquer des conséquences. Surtout que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser vraiment à la réforme, enfin, moi je trouve que moi ça m'a permis moi-même de me plonger encore davantage dans la réforme et en plus, quand on s'intéresse et qu'on réfléchit un petit peu aux impacts concrets que la réforme peut avoir, ils sont hyper importants. Donc si on ne prend pas le lead justement pour un petit peu engager nos clients dans un chemin et commencer à nous organiser, à nous structurer, ça va devenir, à mon avis, un enfer, peut-être, pour certains cabinets, avec toutes les nouvelles obligations, le e-reporting, les différents statuts des factures, les statuts de paiement, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment, je pense, prendre les choses en amont et rapidement. On avait une question de Stéphane, alors qui sort un petit peu du cadre de ce webinaire. Là, on rentre sur le fond. Combien de PDP faut-il accepter chez ses clients, en fait? Parce qu'on en a plus de 70, même quasiment 80, je crois, qui sont déclarés. Combien on est prêt en tant que cabinet à accepter dans nos clients? Moi, la réponse que j'ai pu entendre, et je fais notamment écho à ce que peuvent dire des spécialistes comme Stéphane Reynaud, c'est de réduire au minimum, d'en avoir 2 ou 3, parce que au-delà, ça veut dire qu'il faut il faut maîtriser plein de solutions, qu'il faut maîtriser les interfaces, former tous les collaborateurs, et ça devient assez lourd à suivre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu entendre et je suis plutôt de cet avis. Et c'est surtout aussi, moi je suis complètement d'accord, et surtout valider l'interopérabilité entre la Eh oui. PDP et votre outil de production, Ouais. parce que s'il n'y a pas de transmission des informations, il y a potentiellement double saisie, double contrôle et des problèmes importants.
Si je peux me permettre de compléter, Mhm. il y a également le réseau PayPal, le système PayPal, qui va garantir une interopérabilité entre les PDP, pas que les PDP, les OD aussi peuvent être points d'accès PayPal, qui est la norme qui a été adoptée au niveau européen et qui est adoptée en France également. Voilà, donc ça, c'est un critère. Et je vais encore faire de la pub pour le, pour le CNO, mais on a un outil qui s'appelle le comparateur, le guide des solutions numériques. Donc, c'est un comparateur de solutions, dont les PDP, avec une rubrique PDP, et c'est un comparateur qui examine uniquement les fonctionnalités des outils. Alors, en revanche, on n'a pas fait encore les IA. Ça ne saurait tarder. Non, mais de vastes chantiers à venir Ouais, et pas mal de questions. Et effectivement, ouais, je pense que limiter, ce sera le mieux. ouais. Eh bien, parfait. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci à tous de votre participation, notamment dans le chat et pour Isabelle à l'écran. On se retrouve la prochaine fois à la rentrée de septembre et peut-être au congrès pour une grande partie, on l'espère, d'entre vous. On y sera en tout cas, Vénitien et moi. Donc, n'hésitez pas si on se croise comment dire, dans le hall, dans les salles, à nous Dans les allées. interpeller. Dans les allées, voilà, cherchez le terme. Si vous On avez sera ravis. des idées, des sujets également que vous aimeriez Oui, aborder, parce qu'on est un peu en panne sèche là. Non, on n'est pas en panne sèche. non, on va Bon, trouver. faut Mais qu'on, c'est mieux faut qu'on s'ils viennent de vous. si on se concerte avec Vincent pour les webinaires de la rentrée, on va faire une Ouais. pause pour l'été forcément. Mais si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, eh ben, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on travaillera sur vos idées pour les partager. Voilà, en espérant que ça vous a Mais plu, que vous avez appris des choses aujourd'hui, que surtout vous en appliquerez demain. On vous souhaite une très un bonne très bel soirée. été et une Et un très très bonne soirée. bon- Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.